va passer au deuxième cas. Alors, je vais vous parler d'une patiente de 57 ans qu'on nous a adressée au centre de médecine du sommeil en raison d'une fatigue. Donc, c'est une patiente qui est connue pour une hypercholestérolémie, un prédiabète, traitée par des mesures hygiéno-diététiques, qui a eu la ménopause à l'âge de 52 ans. Et puis, suite à ça, elle a pris 14 kilos et avec un IMC à 40. Elle ne prend pas de traitement, elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne prend pas de drogue. Et puis, dans les antécédents familiaux, sa mère est connue pour un SAOS apparié par CPAP. Elle boit 5 cafés par jour pour lutter contre la fatigue, fait de l'aquagym une fois par semaine. Et puis, elle va mentionner que depuis 5 ans, finalement, elle a un sommeil qui est beaucoup moins réparateur. Elle se plaint essentiellement de fatigue plus qu'une somnolence diurne. Elle n'a pas du tout de difficulté à s'endormir, mais par contre, elle a de multiples réveils la nuit avec une difficulté à se réendormir. Elle a de rares nicturies, mais le matin, elle présente des céphalées matinales. Et puis, elle mentionne que depuis 5 ans, elle a vraiment une irritabilité, une thymus avec beaucoup d'anxiété. Elle a une très bonne hygiène du sommeil, une absence de troubles circadiens, donc elle s'endort et puis elle se réveille à des heures fixes réguliers. Et puis, en fait, c'est une patiente qui fait chambre à part avec son mari parce que lui ronfle énormément, mais son mari est incapable de nous dire si madame ronfle également ou si elle fait des pauses respiratoires. En tout cas, elle n'a pas de réveil suffocant. Au niveau du status, donc on va constater, elle aura un score de Friedman à 2, donc on va voir les amygdales qui vont dépasser de l'horloge, mais sans passer la ligne médiane. Un score mal-empathie à 2, donc on va voir partiellement l'aluette. Il y a un tour de cou qui est augmenté, donc supérieur à 32, et puis le rapport taille-hanche également augmenté à 0,87. On constate surtout chez elle une obésité androïde et gynoïde. Les constantes sans particularité, ainsi que le status cardio-respiratoire. Donc pour évaluer la sévérité de ces symptômes de somnolence et de fatigue qu'on voit dans le syndrome d'apnée du sommeil, on lui fait passer le questionnaire d'Epworth. Donc lui permet vraiment de mesurer la somnolence, à s'endormir dans différentes situations de la vie quotidienne. Et puis comme vous pouvez le voir chez elle, elle n'a pas franchement de somnolence anormale, excessive la journée. Quand on lui fait passer le score de fatigue, donc le FSS, lui, permet vraiment de mesurer l'intensité de la fatigue et puis l'impact que ça a dans sa vie de tous les jours. Et vous pouvez le constater ici, elle a une fatigue qui est anormalement élevée lors de la vie de tous les jours. Vous connaissez bien les outils de dépistage clinique du SAOS. Donc là, on a le questionnaire de STOP-BANG et puis on a le questionnaire du NOSAS. Alors quand on lui fait passer le questionnaire STOP-BANG, finalement, elle a un risque intermédiaire d'avoir un SAOS. Mais lorsqu'on lui fait passer le NOSAS, celui-ci est plutôt élevé. Et puis on va discuter un petit peu plus tard de la sensibilité, de la spécificité de ces tests en fonction des hommes et des femmes. Donc, on lui a fait passer une polysomnographie. Est-ce que la souris marche? Non, tant pis. Donc, au niveau de l'hypnogramme, vous constatez qu'il y a une phase d'insomnie de maintien où la patiente n'a pas dormi plusieurs heures et puis elle ne passe pas suffisamment de temps en sommeil profond. Donc, le sommeil profond, c'est super intéressant, important pour tout ce qui est récupération physique et puis mentale. Elle ne passe pas assez de temps en sommeil paradoxal, donc c'est les petits traits rouges. Eux sont très très importants pour consolider tout ce qui est apprentissage et mémoire. On a une patiente qui fait plusieurs apnées et plusieurs hypopnées obstructives, ce qui va poser le diagnostic de SAOS de degré sévère, avec un index apnée-hypopnée à 32. Je vous ai mis la différente gradation en fonction de la sévérité. Donc 5 à 15, c'est léger, 15 à 30, modéré, et plus de 30, c'est sévère. Et puis, ces événements respiratoires vont causer de multiples micro-éveils, et puis c'est eux, en fait, qui vont altérer l'architecture du sommeil. Et puis, vous voyez qu'en termes de saturation nocturne, on a des désaturations cycliques. Et puis, c'est représenté par l'IDO, donc c'est l'index de désaturation en oxygène. C'est le nombre de chutes en oxygène de plus de 3%. Normalement, il doit être inférieur à 5. Et puis, vous voyez ici, il est élevé, il est à 17. Donc, on a mis en place chez cette patiente une CPAP qui a franchement amélioré ses symptômes.
En termes d'oxygénation nocturne, on a vraiment un lissage avec un IDO qui passe de 17 à 2, donc qui est dans la norme, et puis un IH machine qui est passé, des apnées qui sont passées de 30 à 1,7. Et puis, finalement, cette présentation clinique, c'est un cas prétexte pour vous parler du SAOS chez la patiente ménopausée qui est trop souvent sous-diagnostiquée en raison de son tableau atypique. Donc, je vais vite fait vous parler de la prévalence, présentation clinique et du dépistage, ainsi que la physiopathologie, des effets potentiels de la thérapie hormonale substitutive et puis des complications cardiovasculaires dans cette population-là. En termes de prévalence, donc cette étude a essayé d'évaluer la prévalence du SAOS dans une population de plus de 2000 patients non sélectionnés. Et puis si on se concentre uniquement chez les patients avec un SAOS modéré à sévère, sans surprise, la prévalence est beaucoup plus importante chez l'homme que chez la femme. Mais lorsqu'on regarde au sein du groupe féminin, la prévalence du SAOS est beaucoup plus élevée chez les femmes ménopausées. Ici, sur le graphique à gauche, on voit la prévalence du SAOS augmentée chez l'homme, mais chez la femme, à partir de 50 ans, vous allez constater une augmentation linéaire de la prévalence du SAOS qui a tendance à se rapprocher de celle de l'homme. Et puis, si on regarde dans les mêmes groupes d'âge, chez les femmes qui sont ménopausées ont une prévalence beaucoup plus importante que celles qui ne le sont pas. Et puis on va discuter des phénomènes un petit peu plus tard. Qu'en est-il de la présentation clinique ? Chez l'homme, on a vraiment une présentation clinique qui est assez typique. Un homme qui va se plaindre de ronflement, qui va mentionner que son entourage a constaté des pauses respiratoires et qui a plutôt tendance à mentionner une somnolence diurne qui est excessive. Chez la femme, on a une présentation qui est plutôt atypique, avec beaucoup plus de plaintes d'insomnie, de maintien, de céphalée matinale, des troubles de l'humeur, irritabilité, anxiété, et puis de fatigue, vraiment les piles qui sont à plat. Si on regarde le graphique ici, on a les motifs qui ont mené les patients à consulter un centre de médecine du sommeil. Et puis les hommes ont plutôt tendance à mentionner des ronflements, des pauses respiratoires qui ont été visualisées par l'entourage, tandis que les femmes vont plutôt mentionner une fatigue et puis des insomnies. Alors c'est vrai qu'ici, les femmes ont eu plutôt tendance à mentionner une somnolence excessive diurne, mais en fait, à partir de l'âge de 50 ans, cette plainte va diminuer au fil des années. En termes de comorbidités, telles que l'hypertension, le diabète et le syndrome métabolique, elles sont beaucoup plus fréquentes chez l'homme que chez la femme, mais la prévalence de ces comorbidités augmente chez la femme après la ménopause, comme vous pouvez le constater ici. Et puis, les hommes vont présenter des scores de dépistage du SAOS qui sont beaucoup plus élevés que chez les femmes, mais ces scores ont tendance à augmenter chez les femmes après la ménopause, mais comme vous pouvez le constater ici, elles vont rester nettement inférieures à ceux des hommes. Alors, cette étude a souhaité évaluer la sensibilité et la spécificité du NOSAS et du STOP-BANG. Donc, ils ont réalisé une polygraphie chez plus de 1800 sujets et puis ils ont sélectionné uniquement ceux qui avaient un syndrome d'apnée du sommeil supérieur à 15. Et puis, si on regarde pour le NOSAS, la différence entre les hommes et les femmes, vous voyez chez les hommes clairement la sensibilité est beaucoup plus élevée que chez les femmes. Et puis maintenant, si on prend l'autre outil de dépistage, le STOP-BANG, la sensibilité également est beaucoup plus élevée que chez les femmes. Maintenant, si on regarde de nouveau pour le NOSAS, si on diminue le seuil de détection de 2 points chez la femme, et puis si on met 1 point pour un tour de taille, un tour de cou de 35 cm au lieu de 40, là vous voyez que la sensibilité est similaire à celle de l'homme. Et puis pareil pour le STOP-BANG, si on diminue le seuil à 2, et puis on met un point, un tour de taille de cou, supérieur à 35, la sensibilité est similaire à celle de l'homme. Donc, en tout cas, à l'heure actuelle, chez les femmes et chez les seuils
qu'on a actuellement. La sensibilité des outils de dépistage, le NOSAS et le StopBang, sont beaucoup trop faibles pour dépister le SAOS dans la population générale. Alors, qu'en est-il de la physiopathologie? Eh bien, sans surprise, à la ménopause, vous avez une chute des hormones, donc de la progestérone, des oestrogènes. Tout ça va mener à une diminution du tonus musculaire des voies aériennes supérieures. Il va y avoir une diminution du drive respiratoire, ça c'est surtout l'effet de la progestérone. Et puis, ça va mener à une instabilité des voies aériennes supérieures et puis mener à un collapsus de celles-ci. On sait qu'à la ménopause, il y a une redistribution de la graisse autour des voies aériennes. Et puis avec la ménopause, on a une modification de l'architecture du sommeil, on a beaucoup plus de micro-éveil. Et tout ceci va mener à une instabilité des voies aériennes et mener également à un collapsus. Donc on peut se poser la question, ok, il y a une chute des hormones, mais si on les remplace, peut-être qu'on va réverser quelques phénomènes cités juste avant. Et bien cette étude, en fait, a souhaité évaluer l'effet d'un traitement hormonal substitutif à court terme, que sur 50 jours, soit par œstrogène seul ou associé à de la progestérone chez 15 femmes ménopausées qui avaient un SAOS sévère. Comme vous pouvez le constater, il n'y avait pas d'amélioration de l'index d'apnée-hypopnée, sauf lors du sommeil REM, donc lors du sommeil paradoxal, mais on passe d'un SAOS, on va dire, très sévère à 58, à un SAOS sévère à 47. Il n'y avait pas non plus d'amélioration du drive respiratoire, c'est un petit peu recherché pour l'effet de la progestérone. Donc une autre étude un petit peu plus encourageante, c'était une étude pilote donc, avec 5 femmes ménopausées qui avaient un SAOS léger à modéré, qui ont bénéficié de 4 polysomnographies au moment du screening, avant le traitement hormonal substitutif, sous oestrogène et placebo, et oestrogène plus progestérone. Et puis le temps de wash-out entre les différentes phases était entre 7 et 13 jours. Puis en fait, finalement, c'est que l'œstrogène seul qui a permis une amélioration significative de l'IH. On va passer d'un SAOS modéré à un SAOS léger. Ces deux études que je vous ai présentées, en fait, c'est des études qui sont largement citées, et puis ce n'est pas avec ces études-là, comme vous pouvez le constater, qu'on peut émettre des recommandations quant à la prévention, le traitement du SAOS chez la femme ménopausée en utilisant un traitement hormonal substitutif. Qu'en est-il des complications cardiovasculaires? Alors elles sont très connues, il y a énormément d'études sur les complications cardiovasculaires, le SAOS, mais j'ai voulu identifier des études qui se focalisaient uniquement chez la femme. Et puis, donc celle-ci a suivi pendant 14 ans plus de 700 hommes et 800 femmes qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire, et c'était pour évaluer la survenue d'une insuffisance cardiaque ou d'un décès en lien avec une maladie cardiovasculaire. Au cours des 14 ans, un peu plus de 200 hommes et 150 femmes sont décédés ou ont présenté une insuffisance cardiaque. Et puis, comme vous pouvez le constater ici, en fait, la présence d'un SAOS était significativement associée au décès ou à une insuffisance cardiaque chez la femme, mais pas chez l'homme. Et c'était d'autant vrai si le SAOS était modéré à sévère. Malheureusement, dans cette publication, on avait très peu de données de la proportion des patients qui étaient traités ou non par CPAP. Une autre étude qui a identifié un peu plus de 2000 patients hospitalisés pour un syndrome coronarien aigu. Et ils ont fait une polygraphie à tous ces patients, et puis presque 300 femmes et 1000 hommes avaient un SAOS. Ils les ont suivis sur 3 ans, et puis on a constaté que le SAOS était associé à un risque beaucoup plus élevé d'événements cardiovasculaires et cérébrovasculaires majeurs chez la femme, mais pas chez l'homme. Et encore une fois, dans cette publication, il y avait très peu de données quant à savoir si ces patients étaient traités par CPAP. Donc j'ai enfin trouvé une étude qui évaluait un petit peu l'effet de la CPAP chez ces patients-là. Et puis vous pouvez le constater en fait sur le graphique de gauche, le risque de mortalité était beaucoup plus important chez les patientes qui avaient un SAOS sévère, léger et modéré non traité.
avec par rapport aux patientes qui avaient un SAOS léger, modéré et sévère et traité par CPAP. Donc l'étude a conclu qu'un traitement par CPAP pourrait réduire le risque cardiovasculaire, mais encore une fois, il faudrait des RCT pour confirmer cette trouvaille. Donc, pour conclure, donc chez les femmes ménopausées, la prévalence du SAOS tend à se rapprocher de celle de l'homme avec les années. La présentation est souvent atypique et donc ça rend le diagnostic beaucoup plus difficile. On sait que les questionnaires de dépistage actuels sont nettement moins sensibles chez les femmes que chez les hommes. Après la ménopause, l'instabilité des voies aériennes supérieures est expliquée par la baisse des hormones, la redistribution des graisses et puis les modifications ventilatoires liées à l'âge, surtout dues à la progestérone. On ne peut pas recommander actuellement un traitement hormonal substitutif pour prévenir ou traiter le SAOS. Et puis le risque cardiovasculaire chez les femmes qui ont un SAOS est comparable, voire parfois supérieur à celle observée chez les hommes. Voilà. Merci beaucoup.